Bien, bonjour à tous, bonjour chers patriotes, bonjour, c'est le live de 12h30 sur, Géopolitique, profonde. Et nous allons, une fois n'est pas coutume, en tout cas en ce qui me concerne, parler d'un sujet, qui pourrait nous faire voir Trump de façon assez différente que ce que nous avons pu voir, jusqu'à présent, sur Géopolitique profonde. C'est le rôle d'un média, alternatif, que de ne pas en miroir, développer sa pensée par rapport, aux logiques, mainstream, évidemment. Et donc, apparaître aussi monolithique, refusant, tout échange, tout dialogue, comme s'il n'y avait, au sein, de la dissidence, des résistants, qu'une seule maison, qu'une seule famille. Non, c'est pas le cas. Nous devons lutter contre, toutes les formes d'intolérance. Le système auquel nous sommes confrontés est un système qui, n'a que ce mot-là, tolérance à la bouche, alors qu'ils sont totalement intolérants. Ils ne reconnaissent et n'admettent aucune autre vérité, que la leur, c'est celle de la science. Ils ont même trouvé, ce mot, avec un grand S qui ne veut strictement rien dire. La science étant, on le sait bien, quelque chose qui, passe son temps, à se contredire. Ce que l'on croyait, vrai hier, n'est plus vrai aujourd'hui et sera peut-être à nouveau vrai, demain. Donc il ne faut jamais, à mon avis, se laisser, piéger par l'unanimisme. C'est vrai aussi de Trump. Ses premières décisions ont noyé l'information depuis le mois de novembre. Sa victoire, que certains jugeaient, inespérée, est arrivée. Donc évidemment un État déjà, pour tous ceux qui ne voulaient surtout pas, de ces néoconservateurs qui, allaient mettre le feu au monde, on pouvait finalement, et on peut encore considérer que Trump, si ce n'est un sauveur, en tout cas quelqu'un qui nous aurait fait éviter, la troisième guerre mondiale. C'est ce que disait, avant-hier, Tucker Carlson sur une interview. Nous avons frôlé, cette troisième guerre. Anthony Blinken, les sbires de l'administration, Biden, n'avaient à l'esprit, que, de fomenter une guerre mondiale appelée dirigée, comme si une guerre mondiale, quand elle est thermonucléaire, pourrait être dirigée d'une quelconque façon. En tout cas, c'est ce qu'ils prétendaient, peut-être même assassiner, Vladimir Poutine, qui leur aurait finalement tendu un piège en Ukraine. Enfin, on rappelle que c'est quand même eux à l'origine qui ont tendu le piège. Donc, nous avons eu ensuite ces 40 jours, de tension extrême entre le moment où il a été élu et le moment où il a été intronisé. Et puis le jour où il a été intronisé, il était, nimbé, de lumière, il ne touchait à peine le sol. Il paraît même que sa main, n'a pas touché la Bible, lorsqu'il a prêté serment. Étonnant, surtout qu'il y en avait 2. Alors s'il en ajoute une seconde et qu'il n'en touche aucune des 2 au moment de prêter serment, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit, puisqu'il y avait la Bible officielle, sur lequel les présidents, prêtent serment, et il avait aussi la Bible, paraît-il, de sa grand-mère, je crois. En tout cas, il en a, est-ce l'émotion aussi, tout simplement, même même des hommes qui paraissent si forts, qui, ont survécu à des attentats, eh bien, ils peuvent être frappés, parfois d'une émotion forte. Tout ça est évidemment possible, et comme son contraire. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est d'aller, contre-intuitivement, vers cette idée que, Trump pourrait être agent d'Israël. J'aime pas le mot, mais en tout cas, est-il un bon souverainiste? Est-il un véritable souverainiste, Trump, ou bien, est-il le dernier agent, finalement, d'un millénarisme, qui, n'avoue pas son nom, qui ne s'avoue pas? Il faut dire que dans l'ancienne administration, ça ne s'avouait pas non plus. Mais est-ce que ce sujet est légitime? Oui, il est légitime. Bien sûr qu'il est légitime, ce sujet. On peut parfaitement se poser des questions. On n'a su qu'une toute petite partie, de ce qui s'est passé aux États-Unis durant la campagne. On a su, en tout cas pour ceux qui n'ont pas voulu creuser, que ce qu'on a bien voulu nous dire. Il y a eu des soutiens de Trump que l'on ne pouvait pas imaginer. Chacun veut évidemment, distordre la réalité, au prisme de ses passions, de ses certitudes, de son ego, hein, évidemment, d'avoir raison, d'avoir toujours raison. Et ça, personne n'échappe malheureusement à l'ego. Ça se saurait, sauf le Christ lui-même, justement. Et ça, si tel est le cas, le moins qu'on puisse dire est que Trump n'est pas le Christ, ni un de ses principaux représentants, car Dieu sait comme cet homme a
de l'ego. Mais cet ego, s'il est porté à la défense de son pays et non pas de ses seuls petits intérêts, peut devenir une qualité et non un défaut. L'ego est un défaut pour un homme politique, bien évidemment. C'est le cas des nôtres en Europe, en particulier en France, lorsque leur ego, leur narcissisme se rétracte sur leur petit être et uniquement sur celui-ci. Donc tout ça, on va essayer de l'évoquer en se posant des questions qui méritent d'être posées. Je rappelle quand même qu'il y a nous avons des invités tels que Pierre-Antoine Plaquevent, tels que Youssef Indy, ils ont fait un livre d'ailleurs dernièrement, qui traite de ces sujets du millénarisme, finalement de l'aspect apocalyptique, du messianisme, d'un messianisme, et de voir comment le messianisme talmudique, va-t-on dire, peut s'hybrider avec celui des évangélistes. Vous savez, faut-il les appeler sectes protestantes? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va parler entre autres de Franklin Graham aujourd'hui, évidemment, qui n'est pas n'importe qui. Il faut savoir que l'ensemble de ces évangélistes ont soutenu Trump, ont totalement soutenu Trump. Il faut dire qu'il l'avait déjà soutenu entre 2016 et 2020. Je rappelle que Mike Pence il en faisait partie de ces évangélistes, et pourtant il l'a trahi. Donc les choses, à mon avis, sont plus des questions d'hommes souvent que des questions de certitude et d'idéologie, même si ça mérite aussi de s'attarder sur le sujet. Pour planter un peu le raisonnement, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que Trump est l'authentique souverainiste défenseur des nations ou une arme ultime d'un messianisme millénariste et apocalyptique? Trump est-il le jouet, l'acteur ou le politicien opportuniste de ce messianisme? Il parle souvent d'âge d'or, ça vous l'avez remarqué, et il appuie beaucoup sur la notion de millénium, Donald Trump. Mais d'âge d'or déjà, ça c'est un sujet qui est intéressant, et c'est vrai, c'est le retour, America is back. Cet aspect vengeur aussi de son mugshot, mais aussi de sa photo officielle. Ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas nier chez Trump, indéniablement. Ça existe, on a pu le constater. Là, on est vraiment dans l'écume, on va approfondir, vous inquiétez pas. Pour le moment, j'essaie juste d'avoir quelques indices, voir si, pour justifier au moins le thème du jour, alors que d'autres pourraient me dire, mais ça n'a aucun intérêt. Je rappelle que nous avons beaucoup de géopolitologues qui ne croient pas une seconde en cela, qui considèrent que Trump est un pragmatique, point barre. Vous voyez François Martin, par exemple, qui nous a sélectionné encore dernièrement la dernière vidéo de Mearsheimer. Le même Mearsheimer, le géopolitologue, on pourrait citer Jeffrey Sachs aussi, dont parle le général de Lavarde. Ce que dit Mearsheimer, c'est qu'il ne voit pas du tout en Trump l'homme qui va faire triompher le grand Israël, qui irait dans le sens du messianisme israélien, de la Hamza et du Eretz Israël. Ils ne sont pas du tout dans cette logique. Il y a par exemple, c'est vrai, avec l'ancien conseiller des chefs de l'État, un désaccord avec Trump, on le sait, puisque s'il ne l'a pas rejoint, contrairement à Tulsi Gabbard, contrairement à Kennedy, à Robert Kennedy Jr., eh bien c'est parce qu'il y a entre les équipes Trump et certains géopolitologues un désaccord sur le fait d'avoir deux États, un État israélien et à ses côtés un État palestinien. Ça fait partie de ces sujets, en effet, sur lesquels il peut y avoir des désaccords, mais néanmoins, eux pensent que, et c'est la théorie, vous savez, de François Martin, que finalement, eh bien, Trump est une sorte de Gaulle américain et qu'il fera avaler, au pire, il fera le coup de Mostagadem, et il fera avaler à l'extrême droite israélienne comme aux sionistes américains, bien des couleuvres finalement, dans un premier temps, comme il disait, vive l'Algérie française, là c'est vive le grand Israël, et puis in fine, il n'y aura pas de grand Israël. Et en bon pragmatique, en prince Machiavel, Trump pourrait rouler dans la farine une bonne partie de ses soutiens. Ça serait pas la première fois, quand même, on est d'accord, ça serait pas la première fois qu'un grand chef d'État, n'est-ce pas d'ailleurs le malheur de tous les hommes d'État, que de devoir à un moment donné trahir ceux qui les ont portés au pouvoir.
Pensez à Poutine, qui a amené au pouvoir Vladimir Poutine, des hommes qui ont été les premières victimes de Poutine. Rappelez-vous l'épisode Rendez-moi mon stylo. C'est tous ces oligarques, excusez-moi, qui pensaient avoir affaire à quelqu'un de totalement inoffensif et qui pourrait manipuler facilement. Eh bien, il n'a pas tardé à les trahir et à mener une toute autre politique. Trump, patriote, pourrait très bien soutenir, ou être soutenu plutôt, par un certain nombre de sectes évangélistes, de théoriciens du millénarisme, du millénium dont on va parler, de l'âge d'or, pour mieux ensuite les confondre et défendre que l'intérêt d'Amérique. Et peut-être que ceux qui précédaient, les Blinken, les Nuland, toute la clique, c'était peut-être bien eux qui étaient ces théoriciens néoconservateurs millénaristes et qui étaient prêts à mettre à exécution, hein, parce que quand on veut mettre la planète à feu et à sang, en général, c'est pas le meilleur moyen de se faire élire que de le dire. Hein. Donc entre Trump qui dit j'ai sauvé l'Amérique, j'ai sauvé la paix dans le monde, c'est un miracle et c'est mon élection. Et là, on retrouve tout le sens religieux du mot élection, lect, hein, qui veut dire trier, mais qui touche et qui concerne la grâce, une grâce qui vient du ciel, une verticalité. L'élection, c'est ça à l'origine. Ça m'a toujours fait beaucoup rire de voir que les républicains laïcs et athées tenaient tant aux élections. Parce que le sens même premier du mot élection ne devrait pas leur inspirer votation, éventuellement. Et ça, ils sont contre. Remarquez, hein, ils sont contre les référendums, ils sont contre nos républicains laïcs qui sont pour les élections. C'est une espèce comme quoi la laïcité est bien un christianisme inversé qui en a conservé le sens du sacré, surtout dans l'intérêt de ceux qui nous représentent. Mais ça, c'était dans un second temps. Dans un premier temps, il y a un sacré républicain, indéniablement. C'est ce qui a permis, sans sacré, un régime ne peut pas tenir bien longtemps. Donc voilà, revenons-en à nos moutons. Ça ne serait pas la première fois je veux revenir, parce que je ne voudrais pas que les gens se disent mais Stocker a eu une révélation pendant la nuit, il est tombé fou, il est tombé sur la tête. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il passe sa vie à dire que la victoire de Trump est un bienfait, et tout d'un coup, il pond une émission où il va dire tout le contraire. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement qu'il faut tout examiner. Donc je viens de redire globalement ce qui est mon hypothèse numéro 1, sur lequel d'ailleurs à la fin de cette émission, je ne pense pas que j'aurais été convaincu du contraire, mais néanmoins, il faut mettre à l'appréciation de tous d'autres informations, et puis chemin faisant, en échangeant, en parlant, on peut être amené à voir finalement avoir une vision un peu plus claire de la réalité. Hein. La nuit, tous les chats sont gris. Il n'y a pas une façon univoque de voir le réel. Il y en a de multiples. Et parfois, on peut débuter avec une certaine volonté, une certaine aspiration quand on est un politique, et puis par pragmatisme, on change d'opinion, on change d'avis. D'ailleurs, peut-on être certain qu'en 58, je dirais que François Martin, que j'aime beaucoup par ailleurs, présume que De Gaulle, en 58, était déjà certain que l'Algérie serait algérienne. C'est pas certain. Il a parfaitement pu changer d'avis en cours de route. Les historiens sont pas si radicaux sur ce point, en disant mais oui, bien sûr, il avait une volonté de tromper. Pas sûr. Pas sûr du tout, moi, je pense pas d'ailleurs. J'en suis pas totalement certain. Mais évidemment, c'est bien ce qui est arrivé. Il a bien eu à l'origine un discours qui était Algérie française, et 4 ans après, on avait l'Algérie aux Algériens. Là, c'était clair. Donc il y a eu une évolution. Certains l'ont appelé trahison. Et ça, je laisse à chacun l'évaluer. Mais c'est pas ça l'histoire non plus. Donc voyons un petit peu les éléments, et on va approfondir l'hypothèse que je vais développer d'un Trump totalement attaché aux théories messianistes. Je disais Trump, l'âge d'or et le retour du messianisme millénariste, des tribulations messianiques à la terre promise. Trump serait-il le meilleur ami d'Israël ? D'abord, se demander, et c'est vrai que ça avait quand même surpris, pourquoi Trump, bon sang de bonsoir, est allé à cette cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris.
De quel sacré est-il le vecteur? Entre le rouge et le noir, qu'on retrouve d'ailleurs sur The Economist, qui est aussi le noir de son costume et le rouge de sa cravate. Il était venu avec une cravate or, donc qui signifie justement le sacré. On ne connaissait pas ce Trump-là, en tout cas moi je ne le connaissais pas. Il est arrivé avec une autre vision. Je rappelle que des études que nous avons fait beaucoup, j'ai fait beaucoup d'émissions sur la réouverture de Notre-Dame et ce qui avait voulu être signifié. Je pense qu'on loupe l'essentiel si on ne voit que des éléments de la franc-maçonnerie. Je pense qu'il y a autre chose dans ce. Je l'ai dit concernant, je dirais, le baptistère, le reliquaire, l'ensemble du mobilier liturgique. Il y avait surtout, à mon avis, une tendance à nous tirer vers l'Ancien Testament. Ce qui est quand même ce qui est fort de café, sachant que Notre-Dame, Notre-Dame est un hymne au Nouveau Testament, à Jésus, et non aux prophètes de l'Ancien Testament. Et pourtant, on retrouve des éléments plutôt liés dans la façon même dont a été rebâtie une partie de Notre-Dame, des aspects qui vont plutôt justement vers cet Ancien Testament, et c'est là que ça s'hybride évidemment entre les messianistes chrétiens et les messianistes du Talmud. Je préfère dire Talmud. Donc ça déjà c'est surprenant. Il est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a fait des concours qui a la poignée de main la plus ferme. Il y a vu à l'occasion Zelensky. Il a voulu signifier au monde que voilà, il avait vaincu la guerre et qu'il serait un homme de paix. Ça fait partie en effet d'une espèce de narratif. On peut pas vraiment dire le contraire, qui nous est servi, auquel on n'est pas obligé évidemment de croire. Donc ça, c'était vraiment la première question. Cette campagne, pendant toute sa campagne aussi, il faut bien dire une chose, cette campagne électorale, que l'on avait dit que certains pensaient qu'il avait raté, mais elle a emprunté à toute cette symbolique. J'ai lu énormément d'articles pour préparer cette émission, à cette symbolique millénariste apocalyptique, messianique. Donc on va regarder l'ensemble des facettes. Je veux revenir aussi sur le MAGA, Make America Great Again. On ne peut pas nier le fait qu'il y a là un rapport avec un nouvel âge d'or. On peut pas le nier. Est-ce que, par hasard, The Economist, ça, j'avoue que ça m'avait échappé. C'est vrai que la campagne de Trump a été sur l'âge d'or. Alors on va en dire 2 mots de l'âge d'or. J'en avais déjà parlé concernant le mythe androgyne qu'on retrouve au cœur de la cérémonie d'ouverture des JO, c'est évident. Toutes ces espèces de trans, c'est le mythe androgyne. C'est une hérésie, évidemment, une terrible hérésie au christianisme, mais il y a ça qui est sous-jacent, indéniablement, chez ces dégénérés. Il faut appelons-les des dégénérés. Aller sur le mythe de l'androgyne, faut-il être vraiment tordu? Il faut aller le chercher, l'androgyne. Il l'a fait mâle et femelle, mais enfin, il y en a des éléments de traduction de la Genèse, du premier chapitre de la Genèse. C'est un peu léger. Il faut beaucoup de fantasmes après pour nous faire croire que nous sommes tous issus d'un androgyne. Ça, c'est... et donc, l'âge d'or serait lié à ça. Il y aurait donc dans quelque chose que je n'avais pas vu, parce que l'âge d'or, évidemment, concerne Saturne. Ça, on l'a dit lorsqu'on a fait The Economist. Et c'est vrai que si vous avez Trump qui est au milieu de la couverture, avec ce rouge et ce noir, vous avez au sommet de cette couverture Saturne. Et le mythe de Saturne, oui, c'est bien le mythe de l'âge d'or. Et avant de revenir à cet âge d'or, il y a une déesse de la justice, une justice qui est vengeresse. C'est pas la justice du Nouveau Testament, encore une fois. C'est une justice du Dieu vengeur, et qui accompagne le retour du Dieu vengeur.
Et oui, il y a bien des éléments sous-jacents liés à la vengeance, indéniablement, chez Trump. Ça aussi, on peut pas le nier. Donc le retour à l'âge d'or, Make America Great Again, auquel on ajoute la vengeance, oui, ce sont des éléments de narratif structurants. C'est impossible de ne pas le voir. Mais après, on peut évidemment, c'est ce que font d'ailleurs, et beaucoup mieux que moi, des gens comme Indy ou des gens comme Plaquevent, on va approfondir évidemment le sujet et voir un petit peu ces idéologies messianiques qui ont été, ça c'est indéniable, de forts soutiens de Donald Trump. Donc, se poser la question, est-ce que l'homme de paix, Trump, a-t-il pu être manipulé par des faiseurs de guerre? Le diable n'a-t-il donc qu'un tour dans son sac avec les néoconservateurs? Ou deux, Donald, tiens d'ailleurs, si on veut aller regarder même l'étymologie, connaissez-vous l'étymologie de Donald? Eh bien, étymologiquement, c'est le prince de ce monde. C'est ça, Donald, l'étymologie. Je pourrais ajouter de ce bas monde. Qui est le prince de ce monde? Ai-je besoin d'apporter la réponse? Et si la ruse du diable était de nous faire croire qu'il n'existe pas? C'est la question que l'on peut éventuellement se poser. Donc je vous disais, Donald Trump a usé d'une puissante rhétorique religieuse tout au long de sa campagne présidentielle victorieuse, avec un fort recours à l'eschatologie qui a contribué à son succès dans les milieux évangéliques. Ça, c'est quelque chose qu'on peut constater. Il a été, entre autres, très fortement, il a reçu un soutien de poids, Trump, celui de Franklin Graham, qui est le fils du célèbre prêcheur évangélique Billy Graham. Et après l'attentat de Butler en Pennsylvanie, le révérend a déclaré que Trump était sans aucun doute possible, donc l'élu du Seigneur, et qu'il devait sa vie à une intervention divine. C'est vrai que Trump a beaucoup joué là-dessus, mais enfin, en même temps, c'est très politique. Il aurait eu tort de s'en priver. Est-ce que, quand on est un habile politicien, doit-on se priver? Parce que, oh là là, si je dis que c'est un miracle, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que je suis la proie de sectes apocalyptiques. Non, il est logique qu'il en ait profité. Qui manipule qui? Peut-être y a-t-il co-manipulation d'ailleurs souvent dans ces cas-là, plutôt que de s'interroger sur le fait qu'il n'y aurait qu'un manipulateur. Toujours revenir à ce que dans ce bas monde, et le prince de ce monde, eh bien tous les chats sont gris, ni blanc ni noir, mais gris. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.